Salut YouTube. Je sais pas pour vous, mais de mon côté, le mois de septembre se passe plutôt tranquillement, voire même trop tranquillement. On a nos différents indices qui marchotent, qui font pas grand-chose. On a la majorité de nos titres qui font pas grand-chose, mais on arrive quand même à tirer un petit peu de performance sur le mois de septembre pour le moment, grâce à deux locomotives. On a Google ASML qui ont très bien marché ces derniers jours. Et par contre, à contrario, on a une petite baisse de forme sur SPJI à moins 10% ce mois-ci. On va aller regarder ce qui se passe sur le dossier. Mais avant ça, je voulais vous parler, et c'est le titre d'ailleurs de la vidéo, de nos amis en Amérique du Nord qui ont créé un nouveau théorème pour générer de l'argent illimité, sous l'impulsion notamment d'OpenAI et de Sam Altman. Et c'est le premier élément dans notre timeline qu'on va regarder, c'était le 18 août, où Sam Altman, grand seigneur qu'il est, donner une interview et alerter un petit peu sur le sentiment du marché actuel, notamment autour de l'IA, et comme quoi on pourrait être en train d'entrer dans une bulle façon Internet-like. Alors c'est quand même assez rigolo comme article parce qu'il y a plusieurs points qui se contredisent un petit peu. Le premier, c'est qu'il nous explique qu'il y a de plus en plus de fonds spéculatifs qui vont investir dans des sociétés aux faibles fondamentaux, ce qui pourrait créer une poche de surévaluation. Pendant que de ce temps-là, il nous racontait un peu plus tôt ce mois-ci que OpenAI, malgré ses désormais 20 milliards de revenus annuels, n'arrivait toujours pas à être profitable. Mais que voilà, malgré tout ça, lui, ça ne le dérangeait pas de préparer une nouvelle levée de fonds avec plus de 6 milliards là, qui doivent être injectés chez OpenAI pour une nouvelle valorisation à environ 500 milliards de dollars. Ça fait suite déjà à une première levée de fonds en mars qu'il évaluait à l'époque à 300 milliards. Donc ce monsieur, il a fait plus de 100 milliards en l'espace de quelques mois. Mais attention, Grand Prince, il nous alerte sur une potentielle surévaluation des entreprises aux faibles fondamentaux, sachant qu'il n'arrive toujours pas à gagner le moindre centime. Et que désormais son plan de route, c'est d'injecter plusieurs trillions de dollars dans la construction de data centers pour développer le futur de l'intelligence artificielle aux États-Unis. C'est notamment le fameux projet Stargate à 500 milliards de dollars. Il faut croire que cette dernière phrase, c'était pas du bullshit parce que dès le 10 septembre, OpenAI signe un accord avec Oracle pour un contrat cloud à 300 milliards de dollars. C'est un engagement sur 10 ans si ma mémoire est bonne. Puis ensuite, on a eu Nvidia le 22 septembre qui nous a annoncé investir 100 milliards de dollars directement dans OpenAI. Donc là, on dépasse les 500 milliards de valorisation qui étaient développés le 18 août. Qui sait maintenant à combien ils le valorisent vraiment. Et 2 jours plus tard, un communiqué aussi pour nous expliquer que ces 100 milliards d'investissements qu'Nvidia allait faire dans OpenAI, la majorité de cet investissement-là serait directement utilisé pour acheter des puces Nvidia. La boucle est bouclée, voilà la nouvelle formule que ces trois-là ont trouvée pour nous générer des revenus illimités. OpenAI qui contractualise 300 milliards chez Oracle pour développer ses data centers, qui eux-mêmes vont aller acheter les puces Nvidia pour faire tourner toute la capacité graphique nécessaire, et ce même Nvidia-là va directement réinjecter cette essence-là dans OpenAI pour pouvoir boucler la boucle. J'ai bien aimé ce petit gag trouvé sur internet, mais c'est vrai que c'est vraiment l'impression que ça donne. C'est quand même assez surprenant. Et c'est vrai qu'on peut quand même se demander d'où vient tout cet argent-là. Alors je me suis relancé un petit peu dans des articles pour essayer de comprendre un peu plus. Et notamment, je comprenais pas très bien en quoi ça consistait l'accord entre Oracle et OpenAI. Et donc voilà, ce que nous disent CNBC, c'est que tout simplement ces premiers contrats sont les premiers du reste du programme Stargate, qui sera donc pour la grosse majorité opéré par les clouds de solutions Oracle et par les puissances graphiques de chez Nvidia. Et alors dans l'article, je comprenais pas très bien si tous ces nouveaux data centers, ça serait des data centers d'OpenAI directement en eux-mêmes, où ils seraient leur propre service de cloud, ou si c'était des data centers d'Oracle. Et donc c'est la seule réponse que j'ai réussi à trouver à ce sujet-là, c'est que les data centers seraient du leasing donc pour OpenAI
par Oracle. Donc ce sont des data centers Oracle construits sur mesure et mis à disposition exclusivement d'OpenAI. Et que donc en complément du projet Stargate qui fait déjà 500 milliards de dollars, donc la startup OpenAI a aussi reçu donc un investissement direct de la part d'NVIDIA qui va ajouter une estimation de 500 milliards de dollars de data center dans les années prochaines. Donc ce qui ferait, si les maths sont bonnes, 500 plus 500 égale 1 trillion de dollars. Et ce qui est étonnant, c'est que depuis 2019, le partenaire cloud historique d'OpenAI, c'était Microsoft. Et il semblerait que ce soit de moins en moins le cas. Je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les deux. On a d'une part OpenAI qui diversifie son offre de cloud en basculant chez Oracle. Et on a aussi de l'autre côté Microsoft qui diversifie ses offres de chatbot et qui a ajouté récemment, j'ai vu un article là-dessus, comme quoi ils allaient proposer en alternative au ChatGPT, ils allaient aussi introduire du Anthropic, donc le modèle de Claude. Et donc voilà, c'est vrai qu'après c'est toujours un petit peu obscur la façon dont ça finance tout ça. Il y a du SoftBank au milieu, il y a du OpenAI, il y a de l'État. On ne sait pas trop au final qui finance tout ce bazar-là. Mais ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs sites qui sont en cours de déploiement, dont le premier apparemment qui serait déjà en construction du côté d'Abilene dans le Texas. Et que voilà, sur le total, on pourra avoir un investissement de 400 milliards de dollars sur les 3 prochaines années, qui inclut un premier contrat à 300 millions avec Oracle. Donc ce qui voudrait dire qu'il y aurait encore 100 milliards à investir sur un méga contract dans le futur proche. Et là où c'est très bizarre, c'est que sur la partie qui paye, donc on a SoftBank qui fait des prêts, on a aussi Oracle qui aide à financer ce data center, alors que c'est leur propre data center. Heureusement qu'ils participent à aider. On a l'État, on a aussi Nvidia avec ce nouvel investissement. Donc voilà, ça crée une sorte d'écosystème un petit peu fermé entre toutes ces sociétés-là. C'est quand même assez étrange. On nous dit aussi qu'OpenAI va générer 13 milliards de dollars de revenus cette année, alors que déjà dans l'article précédent, Sam Altman il disait qu'il en produisait déjà 20 l'année dernière, donc c'est un peu bizarre. Et que la compagnie espère aider à payer pour cette construction en utilisant son propre cash flow. Bah quand même, c'est pour eux, donc ça paraît un peu évident, mais aussi en finançant de la dette. Voilà, donc encore une fois, c'est toujours assez flou sur cette question de financement. Donc bien évidemment, ce projet, ça a attiré quelques critiques sur l'opération et sur le financement général de ce projet-là. Et quand on leur demande s'ils sont pas en train d'en faire un petit peu trop, je trouve la justification assez rigolote. Je cite, quand l'internet a démarré, les gens se disaient « Oh là là, mais on part en surcapacité, c'est trop », mais qu'aujourd'hui, regardez, on y est. Le résultat est là, non ? Voilà, c'était l'histoire de cette nouvelle boucle pour générer de l'argent infini. Autant moi je vois pas trop de litiges sur la partie Oracle, eux ils ont un contrat cloud qui délivre, donc il n'y a pas de souci, ils vont construire les data centers associés, ils sont financés, ils vont forcément acheter du Nvidia par rapport à tout ça, donc encore une fois pareil, moi je vois ni de risque sur Oracle, ni de risque sur Nvidia. Pour moi, on n'est pas dans une bulle, ils ont des bénéfices, ils ont des commandes, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand je dis on n'est pas dans une bulle, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur un marché cyclique. Autant, je pense que ça durera pas ça durera pas toute la vie à ce rythme-là. Mais par contre, on n'est pas sur l'équivalent d'une bulle à la Cisco en 2000, où là, par contre, les résultats n'étaient pas à la hauteur de la hype. Pour moi, sur ce trio, le problème, il se situe plutôt au niveau d'OpenAI, je pense. Voilà, Sam Altman le dit lui-même, ils sont pas profitables, ils déploient des commandes absolument astronomiques, les financements sont assez louches. Je pense que cette boîte-là, elle va avoir beaucoup de mal à sortir de sa formule de chatbot telle qu'elle est actuellement. Elle dispose pas de tous les leviers pour se déployer verticalement dans des services connexes, comme par exemple pourrait le faire Google avec son Gemini. Donc moi, le seul élément qui me rassure là-dedans, c'est de savoir que OpenAI n'est pas coté, que je n'investis pas dans cette société et qu'en principe, je devrais pas perdre d'argent dessus. La deuxième histoire du jour sur S&P Global qui nous perd 10% ce mois-ci. Que se passe-t-il? J'ai pas vu beaucoup de nouvelles passer sur S&P Global en lui-même. Pas d'annonce, pas de news, pas de résultats. Il s'est pas passé grand-chose. Mais le mouvement qu'on a pu voir qui est assez brutal, il s'est déclenché le 18 septembre. Ça serait, semble-t-il, lié au résultat de FactSet.
qui opère un petit peu dans le même segment qu'S&P Global sur tout le segment des données analytiques et des commodity insights. Les résultats, ils sont pas mauvais en soi, ils sont hawkish, j'expliquais, avec bon, certes, un petit miss sur les résultats prévus, mais qui sont malgré tout en croissance de 8,3% sur les earnings per share, et des revenus, alors certes pas sur une croissance exceptionnelle, mais qui sont quand même sur du presque 5% en organique, c'est pas non plus catastrophique. Ce qui a posé plutôt problème de leur côté, c'est la guidance qui a été jugée a priori décevante par les analystes, même si encore une fois, il n'y a pas non plus un monde entre les résultats et les estimations. Sur la partie revenus, ils sont à 2,4 par rapport à une estimation de 2,45, ça va. Et sur les earnings, par contre, ils sont un petit cran au-dessus, avec, on va dire, aux alentours par rapport à une estimation de 18,50. Moins 10% chez SPGI, on l'a vu, ça a fait mal. Mais chez eux, ils en sont à plus de moins 23%. Donc ouais, il y a une vraie grosse réaction négative à leur sujet. Et d'ailleurs, SPJ n'a pas été le seul à réagir. Il y a aussi MSCI qui est un peu tradé vers le bas, et notamment Moody's. Mais voilà, pour autant, on peut se demander quel impact ça va avoir pour SPJ, tout ça. Est-ce que la baisse véritablement est méritée? Et donc ce que j'ai mis en lumière, c'est deux codes couleurs, hein. Le rouge, c'est les segments d'SPJ qui sont en concurrence et donc dans le même secteur que celui de FactSet, et donc en vert ceux qui ne le sont pas. J'exclus la partie mobility d'SPGI, c'est un segment qui a vocation à être séparé. Ils ont annoncé une session très prochaine, donc on va omettre cette partie-là. Et donc déjà, il y a un petit truc qui me saute aux yeux là quand j'ai commencé à regarder ça. Le premier, c'est que la partie donc Market Intelligence et Commodity Insight, hein, c'est les deux segments qui se recoupent avec FactSet. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie Market Intelligence, on a 33% des revenus chez SPJ par rapport à seulement 22% de bénéfices total du groupe. Et même topo, 15% de revenus sur la partie Commodity Insight pour 14% de bénéfices associés. Et à l'inverse, les deux autres segments sur lesquels SPJ n'est pas en concurrence avec FactSet, on a les ratings, 31% des revenus pour 40% des bénéfices et 11% d'indices pour 16% de bénéfices. L'overlap avec FactSet, il correspond qu'à peu près un tiers des bénéfices de ce que représente SPJI aujourd'hui, et que plus de 56% restants des bénéfices, eux, n'ont aucun rapport avec FactSet. Voilà, les deux vrais segments qui rapportent beaucoup de marge, et on le voit forcément à la différence entre les parts de revenus et les parts de profit. Leurs deux plus gros segments en termes de marge, c'est la partie ratings, c'est la partie indice. SPJ a un moat incroyable sur ce sujet-là. Voilà, la Fed a démarré un nouveau cycle de baisse des taux qui devrait très largement contribuer à ce que les ratings repartent à la hausse. Et on a la partie indice qui est directement liée au marché, qui est directement lié à la mode de l'ETF. Chaque fois que quelqu'un achète un ETF, il achète un abonnement chez SPGI. Et malgré peut-être cette baisse temporaire sur la partie commodity et market intelligence, je vois aucun problème sur le business général de la société. Je ne pense pas que cette baisse soit vraiment très justifiée. Et en tout cas, si je pense qu'on venait à baisser encore un petit peu davantage, moi pour ma part, je me tiens prêt à renforcer la ligne. Ce n'est pas encore une de mes plus grosses positions et j'aimerais bien qu'elle le devienne, alors je vais regarder ça avec attention. Voilà, c'était un petit sentiment global de milieu de semaine, et on reverra sûrement tout ça plus en profondeur à la fin du mois pour faire les totaux du mois. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.